À la une de l'actualité, le traditionnel rendez-vous gouvernemental. Le Conseil des ministres de ce jour a planché sur des enquêtes en vue de la création d'emplois. Une tentative de putsch déjouée par les autorités ivoiriennes. La révélation a été faite hier par le ministre de l'Intérieur. C'était au cours de l'émission Les Grands Dossiers sur votre chaîne. Et puis le point d'achèvement de l'initiative PPTE pourrait être accordé à partir du 25 juillet. La question a été au centre d'une rencontre entre la directrice générale du FMI et le Premier ministre Aousso Kouadio Giano. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur RTI 1 et bienvenue dans cette demi-heure d'information. Ahmed Bakayoko était hier soir sur le plateau de l'émission Les Grands Dossiers de RTI 1 présentée par Akassaye Lazare. Une émission au cours de laquelle il y a eu cette vidéo montrant Lida Kwasi Moïse, ancien ministre de la Défense, arrêté au Togo. L'homme fait des aveux et demande la clémence du président de la République. Je vous en propose un extrait. Je reconnais que, en ma qualité d'ancien ministre d'État, qui a occupé de hautes responsabilités dans ce pays, j'aurais pu communiquer aux nouvelles autorités les informations qui étaient en ma possession sur ce qui se préparait. Et cela peut apparaître comme un manquement de ma part et je le reconnais, je suis prêt à présenter des excuses à Monsieur le ministre d'État. Les documents qui ont été saisis au cours de la perquisition à mon domicile à Lomé portaient effectivement sur la question d'une transition et d'une communication de crise en Côte d'Ivoire. Là aussi, il me semble qu'il y a une faute que je suis prêt à reconnaître. Et je souhaiterais que, si le ministre de l'Intérieur m'en donne l'occasion, que nous puissions nous parler entre frères et que nous puissions chercher ensemble les voies et moyens pour mettre fin à tout ça et donner à notre pays la chance de retrouver une paix durable et la stabilité. Je suis prêt à présenter mes excuses et à demander la clémence du président de la République. Je suis là. Je suis prêt à aller à une collaboration avec les nouvelles autorités ivoiriennes. Je peux donner mon engagement sur ce point à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Je suis prêt à me mettre à la disposition du président de la République pour que nous puissions éviter à notre pays de nouvelles blessures, nouveaux drames. La population a trop souffert, nous en sommes conscients. C'est à nous de trouver les opportunités et les moyens de juguler tout cela. Je pense qu'avec le ministre de l'Intérieur, nous trouverons certainement les voies et moyens de les approcher, de leur parler, mais ce que je demande simplement déjà aux uns et aux autres, c'est qu'il faut que nous soyons prêts à sortir de la logique des coups de force pour entrer dans un processus ensemble de règlement pacifique négocié de nos problèmes et des problèmes de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est cet appel que je souhaite lancer à mes amis qui étaient jusqu'à présent, jusqu'à ce jour en exil avec moi, et je suis prêt à aller vers eux. Au cours de cette même émission, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a révélé qu'une tentative de putsch a été déjouée par les autorités ivoiriennes. Cet entretien exclusif a permis à Ahmed Bakayoko de parler de fond en comble de la question de la sécurité en Côte d'Ivoire. Le président a peut-être attendu la main. Il a parlé de réconciliation. Et depuis, on voyait bien que les gens n'y croyaient pas, ne se pressaient pas. Parce que justement, ils sont en contact avec ces gens qui leur promettent que tôt ou tard on arrive. Et c'était tellement un truc organisé. Cette période a été définie le mois de juin
a été définie comme la période du harcèlement médiatique. Ils ont décidé de réveiller les réseaux sociaux, c'est-à-dire les syndicats, que toutes les petites revendications soient manipulées dans le sens de perturber l'ordre. On a vu récemment plein de choses. Ils ont décidé de recruter, on a des correspondances, de recruter des mercenaires libériens, donc qui sont identifiés, qui sont des enfants de la guerre, qui sont nés de parents chefs de guerre, qui vivent dans les villages au Libéria, qui traversent par pirogue, qui viennent tuer des populations et qui retournent. Parce qu'évidemment, cette zone étant difficile à sécuriser à cause des 700 km de frontières, de littoral du Cavali et de ces ponts de passage et cette forêt dense avec ces campements où il y a une cinquantaine de villages, de petits campements, ils viennent perturber tout ça pour ne pas que la confiance revienne, pour ne pas qu'il y ait de développement. Ils savent qu'ils ne peuvent rien faire de sérieux. Mais comment harceler le pouvoir? Et il y a ceux qui gèrent la communication, ceux qui gèrent la politique, il y en a qui croient que nous distraient. Mais aujourd'hui, à la face du monde, nous voulons leur dire que nous vous suivons, nous savons ce que vous faites, nous vous demandons d'arrêter. Nous vous demandons de venir répondre à l'appel du président. Parce que le président croit en la réconciliation. Il pense que la paix durable, c'est d'abord par la réconciliation. Donc arrêtez vos illusions, inscrivez-vous dans un schéma normal de vie d'un parti politique. Autre sujet au cœur des grands dossiers déballés par Ahmed Bakayoko, la situation sécuritaire dans l'ouest du pays. Le ministre d'État a, à ce sujet, annoncé une grande manœuvre. Sur la situation du Libéria, le ministre de la Défense qui est là, que je voudrais saluer, est en train d'organiser avec l'état-major deux grosses actions. La première, c'est une grosse manœuvre militaire de ratissage de toute la zone et de toutes les forêts. Ça prendra le temps que ça doit prendre, les moyens que ça doit coûter, l'énergie que ça doit coûter, mais on va investir cette zone-là. Nos militaires vont investir cette zone, ils vont y rester et ils vont ratisser. Le ministre des Affaires étrangères libéré arrive, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major pour coordonner et mettre en musique cette grosse opération militaire commune qui va voir intervenir l'armée libérienne, l'armée de Côte d'Ivoire, la mission de l'ONU au Libéria, la MINUL, la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire, l'ONUCI et l'appui des pays qui voudront même participer comme la France et les États-Unis dans le cadre d'une manœuvre militaire globale. Cette émission, les grands dossiers, avec pour invité le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, vous sera rediffusé sur RTI 1 tout à l'heure après cette demi-heure d'information. Pour terminer avec ce chapitre sécurité, sachez qu'une rencontre a réuni aujourd'hui l'armée ivoirienne, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, la mission des Nations Unies au Libéria, la force Licorne et les forces de sécurité libériennes. C'était au ministère des Affaires étrangères. Objectif, discuter d'une stratégie effective pour renforcer la sécurité à la frontière et la protection des populations du Grand Ouest. Juliette Ouéa. Rencontre quadripartite ce mercredi 13 juin au ministère des Affaires étrangères. L'attaque meurtrière du vendredi 8 juin dernier à la frontière ivoiro-libérienne inquiète les participants. La Côte d'Ivoire, représentée par les ministres Daniel Kablan-Duncan, Matolo Massissé, Ahmed Bakayoko et Paul Kofi Kofi, la délégation libérienne avec ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI, avec à sa tête son représentant spécial Bert Koenders, et la mission des Nations Unies au Libéria, la MINUL, planche sur les stratégies à élaborer pour protéger les populations et instaurer la paix dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Une minute de silence a été observée en mémoire des victimes, dont 7 casques bleus nigériens de l'ONUCI, 10 civils et un soldat de l'armée ivoirienne. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Bert Koenders, a été ferme. Il faut tout mettre en œuvre afin que ce drame ne se reproduise plus. Déjà, des patrouilles aériennes renforcent le détachement terrestre à la frontière ivoiro-libérienne. D'autres mesures idoines ont également été envisagées. Nous avons donc décidé que 4 commissions vont travailler. Une commission concernant les problèmes de sécurité, une commission concernant les problèmes des affaires intérieures, une commission à la justice et une commission concernant les affaires étrangères.
La Côte d'Ivoire et le Libéria travaillent de concert pour restaurer la paix dans le Grand Ouest. Aidés par les Nations Unies, les deux gouvernements annoncent que les coupables de l'embuscade perpétrée à la frontière commune seront identifiés et poursuivis devant la justice dans les prochains jours. Je vous le disais en titre, un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel. Entre autres préoccupations, le conseil a mis l'accent sur l'institution d'enquête en vue de la création d'emplois décidée par le président de la République, nous dit Jérôme Kofi Abolin. Le conseil des ministres de ce mercredi 13 juin 2012, l'emploi a encore fait partie des sujets à l'ordre du jour. Sur la question, le gouvernement a décidé de l'institution d'enquête sur divers sujets en vue des statistiques claires pour déterminer des emplois existants et des emplois à créer. Le président a cette ambition de créer 1 million d'emplois. 1 million d'emplois avant la fin de son mandat, c'est-à-dire avant 2015. Donc, quelle est la situation à la date d'aujourd'hui? Quels sont les emplois déjà créés aujourd'hui? Quel est le gisement d'emplois restant? Quelles sont les potentialités qu'offre notre économie, etc. Questions auxquelles aujourd'hui il n'y a pas de réponse. Donc l'idée c'est, comme ça se fait dans tous les pays bien organisés, donc d'avoir des statistiques fiables sur le secteur de l'emploi, savoir aujourd'hui quels sont les emplois, qui est employé, et à quel moment on peut considérer que quelqu'un exerce un emploi, etc., etc. Et puis, combien de personnes exactement exercent un emploi salarié aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Aussi, le porte-parole du gouvernement a-t-il ajouté que cette institution d'enquête concerne également le secteur informel ainsi que l'exploitation agricole. Bruno Nabagné-Koné, qui n'a pas manqué de rappeler que le gouvernement veut la paix et travaille pour la paix pour les Ivoiriens, faisant allusion à la dernière attaque à l'ouest du pays qui a fait plusieurs morts. En évoquant la fermeté du gouvernement pour que pareille situation ne se reproduise plus, le porte-parole du gouvernement a dit un mot sur les félicitations du chef de l'État au ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre en mission aux États-Unis. Félicitations après son passage à la télévision ce mardi 12 juin 2012 pour afficher la ferme volonté du gouvernement à tout mettre en œuvre pour faire échec au projet de déstabilisation de la Côte d'Ivoire par certains Ivoiriens. Après ce conseil des ministres, le président de la République a reçu une délégation du Fonds monétaire international, FMI, toujours au palais présidentiel. Il a été question au cours de la rencontre de perspectives économiques ivoiriennes. Le chef de l'État a en outre reçu le directeur général du port d'Anvers, avec qui il a parlé de la coopération entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abolin. La délégation du Fonds monétaire international reçue par le président de la République Alassane Ouattara ce mercredi 13 juin 2012 est conduite par Doris Ross, chef de mission FMI pour la Côte d'Ivoire. Doris Ross dit avoir échangé avec le chef de l'État sur d'importants sujets économiques de la Côte d'Ivoire. On s'est échangé sur les perspectives d'économie ivoirienne. On a aussi avant de nous, dans 2 semaines, une décision importante à Washington sur le point d'achèvement PPTE qui va, je crois, ouvrir une nouvelle plateforme pour la croissance et les perspectives économiques de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a également reçu ce mercredi le président de l'autorité du port d'Anvers, Mark Van Peel. J'ai confirmé auprès du président de la République notre engagement fort en tant que port d'Anvers pour la coopération avec les ports à Abidjan et à San Pedro, parce qu'on a maintenant un partenariat préférentiel avec le port de San Pedro, et un engagement déjà de long terme avec Abidjan. Et le président de la République m'a confirmé qu'il y attachait beaucoup d'intérêt. Notons qu'une convention sera signée entre le port d'Anvers et le port de San Pedro, cela dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique.
Je vous le disais à l'aube de ce journal, le point d'achèvement de l'initiative PPTE pourrait être accordé à partir du 25 juin à la Côte d'Ivoire. La question a été au centre d'une rencontre entre la directrice générale du FMI et le Premier ministre en déplacement à Washington. Le point avec notre envoyé spécial Alvarassa. Le point d'achèvement PPTE qui va consacrer l'annulation de la dette ivoirienne dans quelques jours était au menu de cette rencontre entre la directrice du Fonds monétaire international Christine Lagarde et le chef du gouvernement ivoirien Jeannot Ahoussou-Kouadio. Le 25 juin, en principe, la Côte d'Ivoire doit atteindre le point d'achèvement de l'allègement de la dette, ce qui nous permettra de souffler et de regarder la remise en état de nos routes, la remise en état de nos écoles, la construction de nouvelles routes, la construction de nouvelles écoles, la construction de nouveaux hôpitaux. En un mot, bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire pour rendre les Ivoiriens heureux. Elle m'a dit là que le 25, ils vont siéger, nous attendons donc le 25 juin. Et le 26, ça sera la Banque mondiale. Ces moments sont des moments clés pour le devenir de la Côte d'Ivoire. Vous savez, les contraintes, ce qu'on pense être des contraintes, mais ce sont des critères qui permettent la bonne gouvernance. Si nous introduisons ces critères dans notre administration, dans notre manière de faire, cela ne peut que nous faire du bien. Et à l'horizon 2020, les objectifs tels que définis par le président de la République seront effectivement atteints. La patronne du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a invité le gouvernement ivoirien à continuer à mettre l'accent sur la bonne gouvernance et travailler d'arrache-pied pour le bien-être du peuple ivoirien et les populations vivant en Côte d'Ivoire. Christine Lagarde a été invitée par le Premier ministre lors de sa prochaine visite en Afrique à se rendre en Côte d'Ivoire pour se rendre compte du changement qui s'est déjà opéré et qui s'opère rigoureusement dans le pays pour le bonheur des Ivoiriens. Rappelons qu'avant cette réunion, le Premier ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Jeannot Ahoussou-Kouadio, a assisté à la rencontre internationale sur le développement de la filière cacao organisée par la Fondation mondiale du cacao, avec 300 participants venus de 28 pays. On change à présent de registre, 0 mort pour cette saison des pluies. Ainsi en a décidé le gouvernement. Celui-ci se donne les moyens de réaliser cet objectif. Il a procédé cet après-midi au lancement de l'opération de distribution de kits d'aide au recasement des occupants des zones à risque. L'opération a démarré par le quartier Banco 1 à Atekoubé. Doigt des lasers, Sylvie Touré. C'est parti pour l'opération de distribution des kits d'aide au recasement des occupants des zones à risque. 150 000 francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe remise à chaque ménage. Le quartier Banco 1 constitue la première étape de cette opération. Depuis un moment, on s'apprêtait à cela. Et surtout avec l'aide qu'ils nous accordent pour pouvoir au moins nous reloger. Franchement, je crois qu'on part avec l'esprit apaisé et avec le réconfort moral qu'ils nous donnent par l'aide qu'ils nous accordent. Ce sont au total 556 familles dans ces quartiers qui échappent grâce au gouvernement aux inondations et aux glissements de terrain occasionnés par les pluies. La saison dernière avait tué 17 personnes dans ce quartier. Les occupants de Banco 1 pourront donc se trouver de nouveaux logements. Cependant, le gouvernement n'entend pas s'arrêter à la distribution de kits. Les statistiques en nos possessions font état de ce que il y a plus de 800 hectares de quartiers précaires à Abidjan. Et le mécanisme que je viens de décrire, qui consiste à imposer à tous ceux qu'un projet de lotissement de céder 5% pour les plus pauvres, ce mécanisme-là va porter fruit d'ici 1 an à 1 an et demi. Et progressivement, les 800 hectares vont disparaître. Parce que chaque fois que nous aurons des possibilités, nous allons démolir les quartiers précaires, appeler les concernés, leur remettre, au lieu de 150 000 francs, leur remettre plutôt une lettre d'attribution. L'opération de distribution des kits de recasement concerne 75 quartiers précaires, donc 6 000 ménages dans le seul district d'Abidjan. Objectif, 0 mort pour cette saison des pluies.
Abidjan accueille les 12 et 13 juin 2012 la réunion finale du projet ACP-UE, entendez Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne, sur la gestion intégrée des ressources en eau. 7 pays de la CEDEAO que sont la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée, le Libéria, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone et le Togo bénéficient de ce projet. Objectif, préparer et promouvoir des plans d'action pour améliorer la gestion de l'eau dans les pays adhérents. Les détails avec Juliette Ouéa. Voici un geste à inscrire de notre quotidien. L'eau, source de vie, est une ressource limitée. Nous ne devons pas la gaspiller. Il est donc important de gérer l'eau de façon raisonnable et durable. C'est tout le sens de la réunion finale du projet Afrique-Caraïbes-Pacifique, Union européenne, relatif à la gestion intégrée des ressources en eau ou GIR. Le projet GIR est un partage d'outils de gestion durable de l'eau. 7 pays de la CEDEAO, dont la Côte d'Ivoire, bénéficient de ce programme. La réunion aujourd'hui, c'est une réunion finale d'un projet qui a été conduit dans différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Et principalement, mettre les instruments de gestion de cette ressource qui, des fois, est en partage entre plusieurs pays, surtout les bassins. Quand vous regardez le bassin du Niger ou le bassin de la Volta, vous voyez le fleuve Cavali et le Sassandra, ce sont des fleuves qui sont en partage. Et des fois, si vous ne saviez pas gérer, ça peut être source de conflit. Et il faut mettre tous les instruments, informer les politiques, informer les décideurs, informer les utilisateurs pour que chacun sache ce qu'il faut faire pour gérer ça de façon intelligente et durable. Le projet de gestion intégrée des ressources en eau a démarré en 2008 et va s'achever le 14 juin prochain. À l'issue des travaux de la réunion finale, le GIR va aboutir à l'harmonisation des politiques en eau des 7 pays adhérents. Comme tous les pays du monde entier, la Côte d'Ivoire célèbre demain, jeudi 14 juin, la journée mondiale du don de sang. Cette journée est dédiée à des millions de personnes qui donnent leur sang pour sauver des vies humaines chaque année à travers le monde. En Côte d'Ivoire, donc, le gouvernement a décidé de sensibiliser la population sur l'importance et la culture de sang bénévole, car la demande en sang est de plus en plus forte. Delphine Blas. Yakouzi souffrait d'anémie sévère. Une semaine après son admission dans un centre hospitalier, Yakouzi n'a pas eu la chance de survivre. Il est arrivé à l'hôpital au moment où le sang se faisait rare. Comme Yakouzi, ils sont nombreux dans les hôpitaux, les malades qui ont besoin de sang pour recouvrer la santé. Seul ton geste, en donnant un peu de ce liquide précieux, peut sauver des vies. La commémoration de la journée mondiale du donneur de sang chaque 14 juin doit nous interpeller tous. Selon les recommandations de l'OMS, pour s'autosuffire, il faut une population de donneurs équivalente à 1% de la population totale. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de 200 000 poches de sang, là où elle n'en produit pour l'instant que 130 000. Si la Côte d'Ivoire a gagné la bataille du sang propre et de qualité, il lui reste encore des efforts à faire pour atteindre l'autosuffisance en produits sanguins. C'est pourquoi le thème de cette année, chaque donneur de sang est un héros, vient pour rendre hommage aux millions de personnes qui donnent leur sang pour sauver des vies ou aider des malades à recouvrer la santé. Je voudrais saisir l'occasion de cette célébration pour inviter l'ensemble de mes compatriotes à grossir les rangs de ces héros du silence pour qu'ensemble nous puissions faire le deuil des pénuries du sang dans notre pays et ceci de façon définitive. Pour ce faire, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a procédé à une déconcentration des services de transfusion par la création de 4 antennes régionales de transfusion sanguine, Séguéla, Daoukro, Guiglo, Katiola, et l'équipement de 3 antennes de transfusion sanguine, Man, Odiéné, Azopé, afin de se rapprocher davantage de la population et donner l'occasion aux bonnes volontés qui le désirent de faire partie du cercle des héros du silence, des sauveurs de vie. Pour sauver des vies, chacun est invité à un élan de solidarité nationale pour qu'ensemble la Côte d'Ivoire puisse relever le défi de l'autosuffisance en produits sanguins.
Le lundi 3 septembre 2012, la réouverture des universités doit être effective pour maîtriser l'effectif des étudiants donc sur le territoire national et mettre à la disposition des universités une base de données fiable et sécurisée. L'opération de recensement et d'identification des étudiants a été officiellement lancée. Les explications avec Abou Sanogo. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est à pied d'œuvre pour la réouverture des universités publiques fermées après la crise post-électorale. Mais avant cette réouverture le 3 septembre prochain, il veut assainir le milieu. C'est pourquoi il a lancé une grande opération de recensement et d'identification des étudiants. Cette opération, selon le professeur Abouati Edmé Mansila, directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, permettra de maîtriser l'effectif des étudiants sur le territoire national et de mettre à la disposition des universités une base de données fiable et sécurisée. Elle a précisé que l'opération se déroulera en 3 phases. La première phase a déjà commencé. C'est celle qui consiste en un recensement en ligne qui est donc actuellement en cours sur le site internet que je peux préciser, c'est www.étudiants.edu.ci. La deuxième phase consistera en une identification physique dans différents centres qui seront ouverts. Et la troisième phase, ce sera l'inscription et la délivrance des cartes d'étudiants biométriques. Appuyé par le directeur de l'information scientifique et technologique, Koneti Mouma, le professeur Abouati Edmé Mansila a rappelé la phase d'identification en ligne qui a démarré le 18 avril 2012 a enregistré à mi-parcours 61 000 étudiants sur 100 000 attendus. Du 11 juin au 11 juillet prochain, il est prévu l'installation et la configuration des serveurs pour le recueil des données biométriques. Du 15 juin au 15 juillet, la gestion et la validation des imprimés issus de l'identification en ligne par la direction de l'information scientifique et technologique en relation avec les universités. Les équipes seront ensuite déployées sur le terrain du 12 au 15 juillet prochain et l'enrôlement des étudiants se déroulera du 16 au 25 juillet. Le ministre de l'Éducation nationale porte à la connaissance des enseignants volontaires que le paiement de leur prime débutera le mardi 19 juin 2012 sur toute l'étendue du territoire national. Par conséquent, tous les directeurs généraux de l'Éducation nationale sont priés de déposer en urgence dans les trésoreries les bons de caisse, les états et de communiquer aux bénéficiaires les différents lieux de paiement. Récemment, la grande mosquée de Grand Bassam a célébré ses 18 années d'existence, occasion pour les fidèles de rendre un hommage à la fondatrice Feu Fatoumata Zahra. Les détails avec Doua Delazer et Patricia Omouetia. Des prières et des chants coraniques pour rendre hommage à la défunte Fatoumata Zahra, la mère fondatrice de la grande mosquée Fatoumata Zahra de Grand Bassam. Ce rendez-vous de la célébration des 18 ans d'existence de cette mosquée a été l'occasion pour ces nombreux fidèles musulmans de faire de la paix et de la réconciliation une priorité pour le développement de Grand Bassam. Le préfet de région Douabou Bernard et les représentants des autorités politiques de la ville ont exprimé leur gratitude aux responsables de la mosquée Fatoumata Zahra pour leur implication dans le processus de paix et de cohésion sociale dans la ville. Le président du conseil d'administration de la mosquée invite les fidèles à demeurer dans la prière et à rester fidèles à leur engagement vis-à-vis d'Allah, le Dieu Tout-Puissant. Plusieurs imams venus d'Abidjan et des villes de la région de Grand Bassam étaient présents à cette belle cérémonie. Ils ont entre 4 et 15 ans. Beaucoup d'entre eux sillonnent les rues et mendient pour avoir leur pitance quotidienne. Eux, ce sont les talibés ou encore les élèves des écoles coraniques. Le sens de leur apprentissage et leurs activités après leur formation dans ce reportage de Charles Niaoré depuis Bouaké. On les voit dans presque toutes les grandes régions du pays. À Bouaké, depuis ces 10 dernières années, ils sont de plus en plus nombreux. Ces gamins, dont l'âge varie entre 4 et 15 ans, se distinguent par leurs habits déchirés, pas toujours propres, et les boîtes en bandoulière. Ils sont pour la plupart des élèves des écoles coraniques. Les enfants talibés, comme on les appelle ici, constituent le plus gros lot de mendiants dans la ville. Et selon certains parmi eux, le revenu de leur mendicité est reversé à leur maître coranique. C'est nos maîtres que nous avons, il dit, si c'est l'argent, on doit le lui donner, si c'est la nourriture, on doit manger. Ce dignitaire religieux musulman, qui a sous sa coupe 150 enfants, ne rejette pas ses propos.
Mais pour lui, cet argent est utilisé pour l'alimentation des enfants talibés, qui sont leurs karamorodins, ou si vous voulez, des apprenants aux écritures coraniques. Je peux dire que c'est permis parce que tout ce monde-là, il est très difficile de nourrir tout ce monde-là, alors qu'on doit les habiller. Les travaux champêtres, sincèrement dit, ne suffisent pas. Et donc pour cela, les enfants vont dans les rues, dans les habitations, ils vont mendier. Les revenus qu'ils gagnent à travers cette mendicité-là, ils arrivent à subvenir à leurs besoins. La prise en charge alimentaire des karamogodines, selon l'imam Bakari Konaté, lui-même maître coranique, ne saurait justifier que ces enfants soient utilisés pour la mendicité. Il y a d'autres qui sont arrivés, qui n'arrivent pas à se confier à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est malheureux. Et c'est pourquoi j'exhorte ceux-là à placer leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala, à croire en Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette charge et c'est à lui de nous nourrir. Mendier au nom de la religion ou pour aider les guides religieux, quoi qu'il en soit, aujourd'hui la présence des enfants talibés pose problème. Certains parmi eux sont accusés d'être de véritables voleurs. Voilà, c'est la fin de cette demi-heure d'information, mais n'oubliez surtout pas l'émission Les Grands Dossiers, avec pour inviter le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, vous sera rediffusé tout à l'heure, après donc ce journal sur RTI1. Merci de nous avoir suivis, je vous retrouve demain à 20h. Bonne soirée sur la chaîne qui rassemble.